Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. 12 sujets en examen à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 2 propositions de loi majeures focalisent les attentions. Il s'agit de la proposition portant révision de la Constitution et celle devant modifier le code électoral. Avant d'atterrir en plénière à l'hémicycle ce mercredi, ces textes suscitent toutes sortes d'interprétations dans le rang des politiques ainsi que des citoyens depuis quelques semaines. Dans ce 13h au Bénin, nous reviendrons sur les débats autour de ces propositions de loi et les positions des différentes chapelles politiques. Ensuite, nous irons à Parakou. La ville est rongée par l'indiscipline routière. Le véritable mal des populations annonce l'excès de vitesse sur les routes de cette ville en plein essor. Les accidents sont désormais entrés dans les habitudes. Les usagers et les riverains vivent constamment la psychose des dégâts matériels et humains. Et malgré les sensibilisations, la situation reste inchangée. Et puis on fait lancement officiel de la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou. Ce mardi à Canal Olympia de Wologede, prévu du 20 au 24 février. Ce festival soutenu par Canal Plus Impact est placé sous le thème le cinéma féminin pour plus de sororité. Ce festival vise à valoriser le cinéma féminin et promouvoir les droits des femmes. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez au titre des 12 sujets en examen à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 2 propositions de loi politiques majeures focalisent les attentions. Il s'agit de la proposition portant révision de la Constitution et celle devant modifier le code électoral. Avant d'atterrir en plénière à l'hémicycle ce mercredi, ces textes suscitent toutes sortes d'interprétations dans le rang des politiques mais aussi des citoyens depuis quelques semaines. William Cliquant revient ici sur les débats autour de ces propositions de loi et les positions des différentes chapelles politiques. Tout part de la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier dernier sur requête d'un citoyen. La haute juridiction décèle une inégalité entre la qualité des parrains des duos de candidats à la présidentielle de 2026. Une violation de la Constitution contenue dans les dispositions du Code électoral. Toute la classe politique, ou presque, applaudit. C'est le moment de revoir enfin cette loi électorale selon plusieurs acteurs et observateurs. Un débat naît dans l'opinion sur la qualité des élus parrains. Faut-il permettre aux maires et députés actuellement en poste de le faire ou aux députés de la 9e législature et non aux actuels maires ou carrément rien qu'aux élus à venir des législatives et communales de 2026. Le lundi 22 janvier, le chef de l'État rencontre les 3 groupes parlementaires avec au menu des discussions le consensus recherché autour de cette modification du code électoral. 3 jours après, le président du groupe parlementaire Bloc républicain de la mouvance présidentielle dépose une proposition de loi de modification de la Constitution. Hassan Seibou y préconise le report des élections législatives et municipales afin de maintenir le régime présidentiel. Il suggère l'organisation de l'élection présidentielle en février et les élections couplées pour le mois de juin 2026, ce qui écourte de plus de 2 mois le mandat actuel du président de la République et rallonge de 3 mois celui des députés de la législature en cours. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, quant à lui, parle d'une solution relevant à la fois de l'égalité des parrains, de leur légitimité, puis de la légalité. Rien à reprocher donc à la proposition révisionniste du BR. La mouvance présidentielle hors hémicycle s'oppose avec Moël Bénin et la Renaissance nationale de Claudine Prudencio. L'opposition, elle, est vent debout contre une révision constitutionnelle. Pas besoin de toucher à la loi fondamentale avant de corriger les incohérences du code électoral, clame fort l'ensemble des formations de l'opposition autour du parti Les Démocrates ainsi que la FCBE. Patrice Talon lui-même n'est pas demandeur de cette révision, martèle-t-il le jeudi 8 février au cours d'une conférence de presse. Mi-février, Akhenatonde, président du groupe parlementaire UP Le Renouveau, propose un plan B. Tout en reconnaissant la pertinence de l'idée de réviser la Constitution, il introduit une proposition de loi modifiant et complétant le code électoral. Il propose donc la réduction du délai de dépôt de candidature de 15 jours pour donner qualité de parrain aux futurs élus devant sortir des législatives et communales de 2026 sans toucher à la Constitution. Une loi ordinaire qui n'a besoin que de la majorité simple pour être adoptée, contrairement à la proposition révisionniste qui requiert l'adhésion d'une partie des députés de l'opposition. En l'état,
Difficile de prédire la suite à donner à ces deux propositions en plénière à l'hémicycle ce mercredi. 182,3 milliards de francs CFA, c'est le montant total que le Bénin a mobilisé pour la mise en œuvre du plan global de réforme, de gestion du système des finances publiques. Et pour y arriver, le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances a procédé ce mardi au lancement de la revue des finances publiques en y consacrant le thème central. Les travaux ont eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des acteurs et des partenaires techniques et financiers. Clément Tchadi, Moufil Sagouran. Pour une meilleure gestion des finances publiques, le ministère de l'économie et des finances se dote d'un nouvel outil important. Au cours de la 14e revue des finances publiques édition 2024, son secrétariat général lance officiellement le PGR-GFP, Plan global de réforme du système de gestion des finances publiques. Un nouveau plan global qui encadre l'ensemble des réformes visant la poursuite de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, la dématérialisation des procédures, le patrimoine non financier de l'État et l'inclusion financière. C'est l'occasion d'échanger entre les parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception et la mise en œuvre des réformes des finances publiques. La particularité de cette édition est qu'elle sera consacrée au lancement du nouveau plan global de réforme du système de gestion des finances publiques PGGFP 2023-2027. Ce document, qui constitue un critère pour le décaissement de l'appui budgétaire de l'Union européenne pour l'année 2024, se révèle être le nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques pour les prochaines années. L'élaboration du plan global a été faite dans une approche participative, avec une forte implication des partenaires techniques et financiers du groupe macroéconomique et finances publiques qui rassure de la qualité du document élaboré. Loin d'être une revue de trop, cette 14e édition pose les bases des réformes pouvant hisser le Bénin au rang des meilleurs pays dotés d'un système innovant, inclusif, aligné sur les standards internationaux. Elle sert également de socle pour la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement durable. Permettez-moi de réitérer la disponibilité des partenaires techniques et financiers à continuer à soutenir les réformes de la gestion des finances publiques dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Je voudrais donc, à l'occasion de cette revue, rassurer l'ensemble des partenaires techniques et financiers ainsi que tous les participants que nous avons pris toutes les dispositions pour garantir un meilleur suivi et une célérité dans la mise en œuvre de toutes les activités contenues dans ce nouveau plan. Ce plan global 2023-2027 est structuré en 5 axes stratégiques, dont 25 programmes et 244 actions déclinées en activités opérationnelles. Avec un coût global de 182,3 milliards de francs CFA, il permettra au Bénin de maintenir sa place de champion en matière de transparence budgétaire. Je vous l'annonçais en titre, la ville de Parakou est aujourd'hui en proie à l'indiscipline routière. Le véritable mal des populations annonce l'excès de vitesse sur les routes de cette ville. En plein essor, les accidents sont désormais entrés dans les habitudes. Les usagers et les riverains vivent constamment la psychose des dégâts matériels et humains. Et malgré les sensibilisations, la situation reste inchangée. Reportage. Voici l'habituelle, mais alors traumatisante scène à laquelle se sont désormais accoutumées les populations de Parakou. Les cas d'accident sont légion et ne semblent nullement préoccuper les autorités de cette belle cité cosmopolite. Ici, à Gorobani, le dimanche 14 mai 2023, cette dame agonisante était loin d'imaginer qu'après avoir prié Dieu à la messe, elle devrait également supplier les riverains pour qu'ils l'aident à rejoindre un centre de santé dans les plus brefs délais. Alors c'est le pasteur, non? On vous a appelé que l'un de vos fidèles ont fait accident. Vous êtes encore loin. C'est en arpentant ce carrefour, après avoir pris toutes les mesures de sécurité, qu'elle se fera brutalement faucher par un adolescent qui roulait à tombeau ouvert. Le résultat est sans appel. Merci.
Je suis sorti quand la dame allait là-bas, le sang coulait. Donc j'ai essayé de chercher un pagne pour l'aider à bander son pied. C'est tout ce que j'ai pu faire. Comment elle appelle-t-on? Il veut fuir. Non, il ne pas fuir. Comment ils m'ont vu dans le quartier ici? On vous aussi, pardon. Le petit filait trop. Et c'est ce qui a causé tout ça. Ben, s'il ne filait pas, on pouvait éviter ça. Il est pressé pour aller où? La vie, c'est vu une seule fois. Et, hein, la dame, j'ai vu que le pied de la dame est fendu. C'est la vitesse qui a causé tout ça là. Et un rond-point, tout ça prend à l'école. Mais quand ils arrivent sur la voie, ils oublient tout. On ne sait pas. Voilà la femme maintenant, elle est blessée. Comment on fait? Qui va prendre soin d'elle? On ne sait pas. C'est pas bien. Mon petit, échangez un peu. Quand les parents vous achètent des motos là, c'est pas pour faire la vitesse. La vie là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Quand tu pars là, tu es parti. Non, allez devant, vous allez sortir par là. Trisik, Mohamed, moi bougez moi pour moi. Comment on appelle-t-on? On va dans quel hôpital qui supporte, qui gère. Voilà, qui gère. Parce que vous m'avez sollicité, je suis arrivé, j'ai pris la dame, je ne sais pas comment ça s'est passé. On va à l'hôpital. Salami. Les riverains expriment leur indignation parce que les excès de vitesse sur la route et les nombreux accidents qui en découlent commencent par exacerber. Les dommages collatéraux de cette indiscipline routière sont légion et multiformes. Mais le hic, les autorités à divers niveaux, y compris le Centre national de sécurité routière, semblent perdre leur latin face au phénomène. Cette ville, en plein développement infrastructurel, nécessite un meilleur plan de sécurité routière pour protéger les usagers et les riverains. Une sensibilisation généralisée qui doit prendre en compte les rues secondaires qui animent des séquences de cascades. Des talents sportifs certes, mais que ces enfants devraient s'interdire d'exporter sur la chaussée. Et dans le même registre encore, quelques jours avant le démarrage de la répression contre les motos non immatriculées, l'opération annoncée par la police républicaine est prévue pour se dérouler sur l'ensemble du territoire national à Boïkan, l'antenne régionale de l'Agence nationale des transports terrestres. On note depuis plus d'une semaine une grande affluence. Afin de faciliter la tâche aux usagers, des dispositions sont prises afin de sévir le plus grand nombre et dans le plus bref délai. Les précisions avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudenon. Zéro moto non. Deux dames sculptées versant de l'eau par terre et deux gardes bien. Zéro moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. L'opération est annoncée par la police républicaine pour démarrer dès le 1er mars 2024. En prélude à la manœuvre, les usagers s'affairent au retrait de leur carte grise ainsi qu'à la fixation des plaques. À l'antenne régionale ZOO de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, c'est la grande affluence depuis plus d'une semaine. Donc je suis venu pour le retrait de la plaque de ma moto. Sinon, j'avais les pièces à jour depuis juillet. Je remettais à demain quoi. Il a fallu la répression pour que les gens commencent à venir retirer les plaques. Actuellement, les plaques qui sont logées ici, depuis un grand moment, nous sentons que les gens viennent les chercher. Dans la foule qui envahit désormais chaque matin l'agence, on retrouve également ceux qui viennent nouvellement d'acheter leur moto. J'étais ici à 6h30, mais ce n'est pas la peine. Il y a tant de monde au dehors et tant de monde et encore à l'intérieur. Il y a tant de monde encore. Afin de satisfaire un grand nombre de personnes, plusieurs dispositions sont prises par les responsables. Dorénavant, il est possible de se faire fixer sa plaque moins de 24 heures après la demande. Ici, nous sommes dans le hall. C'est ici qu'on répond à toutes sortes de préoccupations de ces différents usagers. Et quand ils amènent les dossiers, nous on les prend. On vérifie d'abord les pièces. Et après ça, il y a un registre ici, on enregistre le dossier. Et après, le dossier continue le circuit. Aujourd'hui, une fois que vous avez déposé votre demande d'immatriculation, vous avez le droit d'attendre et se faire voir, fixer votre plaque derrière votre moto avant de partir. C'est-à-dire, une fois que nous avons reçu votre demande d'immatriculation, les dossiers sont traités et sur pied, vous avez aussi la plaque avant de partir. Donc, en moins de 24 heures,
vous avez déjà la plaque ici au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Ceux qui ont quitté Dassa, Savalou, Bante, c'est un manque d'informations. Sinon, une année, c'est déjà à leur niveau là-bas. Malgré les efforts consentis par les équipes de l'ANAT, des difficultés persistent quant au bon déroulement du processus mis en place en vue de satisfaire les demandes des usagers. Face à cette situation, les populations, tout en saluant l'engagement des autorités, implorent aussi la clémence de ces dernières pour une rallonge du délai accordé en vue de permettre à tous de se mettre en règle. Et puis dans la suite de cette édition Obaye Guidi, c'est ainsi que les Nago appelaient Sora, intronisé roi de Savalou après avoir chevauché un buffle sauvage pour montrer sa puissance aux autres prétendants au trône. C'est lui le premier Bagidi au trône de Savalou, un royaume qui conserve une riche histoire faite de guerres intestines entre les princes pour la succession au trône. Dans le magazine qui va suivre, nous allons faire un tour au palais royal de Savalou pour découvrir son histoire à travers le temps. Reportage. Deux dames sculptées versant de l'eau par terre et deux gardes bien bâtis, sabre en main. Voilà l'impressionnant décor qui témoigne de l'hospitalité et de la rigueur au palais royal de Savalou. Ce bel accueil fait place à une image glaçante. Une tête fraîchement découpée et une dame assise en face avec un air terrifiant. Avant, après la sentence, quand tu as tort et tu mérites la peine de mort, c'est là où ta tête doit être retrouvée. Et à côté, à gauche, tu vas trouver une grosse dame là, on appelle dame Agbalé. C'est une divinité du genre qui est là, c'est pour la protection du village. Il y a un taureau derrière lui et une femme ne va jamais là. Et après, tu rentres dans le palais. Il y a encore deux portes. Il y a la porte des esclaves et la porte royale où les princes et princesses peuvent pratiquer, c'est là qui est à gauche. Et là, ce qui est à droite, c'est là où on transporte les esclaves pour sortir du palais. La porte des princes débouche sur une vaste cour, au centre de laquelle se dresse majestueusement l'arbre généalogique des rois de Savalou. L'histoire raconte que le roi Sora aurait monté un buffle sauvage pour démontrer sa puissance et se faire introniser comme roi dans sa famille maternelle. Le Sora, c'est le premier des Bagidi. C'est lui qui s'est surnommé Obagidi. Mais ce roi-là, tel qu'il conquiert les autres royaumes, là, les Nago qui sont dans l'environnement du Boyko et autres, là, les Nago l'ont surnommé Obaye Guidi. Parce qu'il attaque les gens la nuit. Et quand il t'attaque, il est toujours souverain. Il gagne toujours les guerres. Et tel qu'il réagit là, sinon, sa famille même, c'est à Tolou. Tous les Bagidi sont à Tolou. Malgré la pluralité des familles princières, aujourd'hui, la succession au trône des Bagidi tourne autour de 4 familles, toutes issues de la lignée de Badébou. La dynastie Bagidi même est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à notre trône. Parce qu'il y avait eu beaucoup de désordre, beaucoup de pagailles, où l'autre père vient, il tue le père de l'autre, l'autre tue l'enfant de l'autre pour être roi. Et jusqu'à Badébou, Badébou a dit que lui, tout ce qu'ils ont commis comme crime contre lui là, comme bêtise contre lui là, tous ses frères, tous les autres qui ont passé par ce trône là, leurs enfants n'auront plus ce trône là jusqu'à l'éternité. Parce qu'ils ont tapé sa femme à Douissa. Les autres Bagidi, quand lui a pris le trône seulement, il dit que lui s'appelle Badébou là. Ses frères ont tapé les femmes du roi qui veulent aller à Kotago là. Ils les ont chicotés. Et à cause de ça, le roi dit maintenant, moi je saisis le trône, c'est seuls mes enfants qui vont devenir rois à Savalou. Et il a prononcé une parole qui est devenue vraiment sacrée aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Les autres n'en demandent non plus. Ils savent que le trône ne les concerne pas. S'il a un problème à discuter entre Bagidi, il peut venir autour du roi. Le roi peut les désigner comme machin. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de Badébou. Il y a le premier qui s'appelle Kouisso, le second s'appelle Letonon, le troisième s'appelle Sundegla et Ayon Dada Voudou. La place que voici est l'équivalent du tribunal des Bagidi. C'est ici que les problèmes sont réglés au sein de la famille royale. C'est une place importante pour tous les princes et princesses de Savalou.
il suffit que le roi achète un bœuf, ou bien un prince achète un bœuf, et on fait des rituels, et le lendemain on fait libation. Quand on fait libation aux aïeux, mais tous les princes savent déjà que le lendemain, après la libation et après avoir donné le bœuf aux aïeux, aux ancêtres, le lendemain ils doivent se rendre l'endroit là. On l'appelle Semetigi. Et là, tu ne veux pas, tout ce qu'on va dire là, ça doit être réglé. Même si c'est un enfant qui a tapé sa maman, on l'amène là, on le chicote, on le tape, et il reconnaît ses torts, et il demande pardon, et on le bénit. Le palais royal de Savalou, c'est aussi une kyrielle de divinités, les unes aussi puissantes que les autres. Et le Fa occupe ici une place importante dans les grandes décisions du roi, qui dispose d'un collège de prêtres, mais aussi de prêtres secrets qu'il consulte en toutes circonstances. Et bien voilà donc notre magazine, bien entendu, de Savalou, au Palais Royal de Savalou, bien sûr. Les communautés de Djougou sont sensibilisées sur la mutilation génitale pratiquée depuis plusieurs décennies et savent désormais quelles pratiques adopter. Elles ont été entretenues sur la question à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre ce phénomène par les ministres en charge des affaires sociales, de la microfinance et de l'industrie et du commerce. Cette sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Souhaite Bénin s'est déroulé au Palais Royal Souroubourkou de Djougou. Candide Mourinto pour les détails. Malgré les multiples actions enclenchées par le gouvernement pour lutter contre les violences basées sur le genre, le phénomène de mutilation génitale féminine persiste et surtout dans les régions frontalières. Au regard de cette situation, les ministres en charge des affaires sociales et de la microfinance et de l'industrie et du commerce ont initié ce rassemblement avec les dignitaires, chefs traditionnels et religieux, ainsi que les groupements des femmes de Djougou pour les entretenir sur la question. Et je voudrais porter l'information que depuis 2 ans, le gouvernement du président Patrice Talon a renforcé le dispositif législatif, le dispositif judiciaire pour pouvoir réprimer sévèrement toutes les violences basées sur le genre, surtout les violences qui sont commises sur les filles mineures et les mutilations génitales féminines dont l'excision fait partie est criminalisée. Donc ceux qui s'exposent à cela, ceux qui commettent cela, ceux qui sont complices de cela, aujourd'hui, non seulement ils ont une amende, mais ils ont également une peine d'emprisonnement qui s'est beaucoup allongée. Cette sensibilisation a permis aux différents participants de s'enquérir de l'importance de la lutte contre la mutilation génitale, mais aussi de prendre l'engagement pour passer le message dans leur milieu environnant. Le problème à ce niveau qu'on doit mettre la rigueur, c'est au niveau de l'éducation à la base. Parce que ici à Djougou, on est une population fortement religieuse d'islam. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de voir les chefs religieux et c'est à leur tour de sensibiliser leurs pères pour pouvoir maintenant mettre l'accent sur les familles. Aucune religion, en tout cas pas l'islam à Djougou, n'autorise qu'on coupe une partie de la femme. Je veux être un peu prudent, je ne veux pas blesser les gens, ça ne se fait pas. Nous avons constaté que ça persiste. Et là, vraiment, on ne peut pas autoriser ça. Cette descente de la délégation ministérielle à Djougou vise la tolérance zéro pour la mutilation génitale féminine. Outre la question de lutte contre les violences faites aux femmes, celle du microcrédit à l'AFIA a été abordée où la ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance a rassuré la communauté des actions enclenchées pour leur faciliter davantage les décaissements. Et puis le ministère international de la transfiguration de Christ démarre un vaste programme de prière ce jeudi. Briser les autels de malédiction familiale est le thème de cette séance de 4 jours. De rencontre avec le Seigneur, des prières de délivrance et de combat, des miracles et plusieurs autres surprises sont au menu de l'événement à Bomé-Calavi dès ce 22 au 25 février. Voici les détails. Jour de culte ce dimanche au ministère international de la transfiguration de Christ. Le Saint-Esprit est en train de localiser. Le
L'Éternel utilise puissamment son oint pour opérer des prodiges dans plusieurs vies. Cette manifestation de l'Esprit de Dieu préfigure de l'intensité de la démonstration de la puissance de Dieu qui s'annonce pour la semaine. Du jeudi 22 au dimanche 25 février 2024, Jésus-Christ va opérer de grands miracles et changer des vies au cours du programme dénommé « Briser les autels de malédiction familiale ». Les autels constituent un lieu de contact entre l'humanité et la divinité, entre le naturel et le spirituel. Alors, beaucoup de vies vivent sous l'emprise de beaucoup de démons. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis plus de 6 ans. À ce rendez-vous, Dieu va vaillamment utiliser son serviteur comme il a toujours fait. Ça fait combien d'années? 48 ans. 48 ans. Hey. Touche ma tête. Touch my head. Depuis 48 ans. Hey. Depuis 48 ans. C'est pas possible. Hey. Touche mon nez, mon nez. Touch my nose. Si tu es paralysé, lève-toi. Si tu as béquille, lève tes béquilles toi-même. Qui béquille à ce béquille? Marche. C'est que nous ne venons pas en notre nom. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs et pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades et pour proclamer une année de grâce. » Ça serait un programme de délivrance terrible. Ça serait un programme prophétique. Ça sera un programme où le Saint-Esprit va restaurer les vies. Au menu, diverses lignes de prière, conférence des donateurs samedi pour bâtir l'auditorium Orididi du ministère international de la transfiguration de Christ. Veuillez contacter le plus 229 94 39 89 32. Plus 229 94 39 89 32 sur WhatsApp ou par appel direct. Ce programme de 4 jours va s'achever dimanche par un culte d'action de grâce. L'église est sise à Kokokodji, Oiseau Blanc, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour finir cette édition, lancement officiel de la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou ce mardi soir à Canal Olympia de Wologede, prévu du 20 au 24 février. Ce festival soutenu par Canal Plus Impact est placé sur le thème le cinéma féminin pour plus de sororité, vise à valoriser le cinéma féminin et promouvoir les droits des femmes. Mais avant, dans la matinée, Canal Plus a présenté aux hommes des médias et aux acteurs du monde cinématographique que Canal Plus Impact, un programme solidaire de Canal Plus en Afrique. Et cette conférence de presse s'est déroulée à Blue Zone, à Cotonou. Voici les détails. La 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou 2024, est officiellement lancée dans la soirée du mardi à Canal Olympia de Cotonou. Bien avant cela, une rencontre avec les hommes des médias et des acteurs du monde du cinéma est organisée dans la matinée pour la présentation de Canal Plus Impact. Cette conférence de presse a permis à la promotrice de dévoiler les grands axes de ce festival qui a démarré avec rien du tout en 2019. 6 ans plus tard, 3 éditions plus tard, on est là et on organise pour moi ce qui devrait être la plus belle édition jusque-là parce que c'est l'édition de la maturité. Canal+, c'est un partenaire du FIF, le premier partenaire du FIF donc, qui accompagne l'événement depuis 2019. Canal+ et le FIF, c'est une très longue histoire d'amour et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Le FIF 2024 vise à célébrer et promouvoir les femmes du monde cinématographique. La particularité de cette édition est le projet Kino Wendia. À cet effet, 10 femmes ont été retenues par appel à candidature, puis formées en écriture scénaristique. Pour mettre en pratique les notions acquises, elles ont été à Parakou pour le tournage d'un film en 7 jours. Cette édition, on a eu le Kino Wendia qu'on a déjà fait, dont le film va être montré à la cérémonie d'ouverture du FIF. On a 18 films en compétition venant de 14 pays pour 5 prix.
On a notre marraine, Angela Kereburu, qui vient de terminer sa série Aroé et qui a fait Oasis et Hospitality, qui est également là pour partager son expérience. Et on a d'éminentes personnalités du cinéma comme Halim Agadji, Tela Komaou, Simon Moutairou, Sophie Mitterrey. En tout cas, on a une belle brochette de célébrités du cinéma qui sont là pour partager justement leurs expériences avec les cinéastes béninois, avec les jeunes qui ont envie de faire du cinéma. Canal Plus Impact est un programme solidaire de Canal Plus en Afrique. Ce programme regroupe l'ensemble des 50 actions solidaires annuelles de Canal Plus en Afrique autour d'une mission commune. Partager les savoirs pour développer les talents du continent. Nous avons présenté le programme Canal Plus Impact, qui est le programme social de Canal Plus. Il se déroule en 3 programmes, 3 initiatives. Canal Plus University pour offrir des formations gratuites à toutes les personnes passionnées d'audiovisuel. Orphée, qui est un programme qui va à la rencontre du jeune public dans les orphelinats afin d'y apporter des vivres, de la joie et aussi du divertissement par l'offre télévision, mais aussi des livres par un partenariat avec eBook Connect, qui est une jeune entreprise béninoise. Et la 3e initiative, c'est Un mois une cause, qui met en avant des causes qui comptent à l'antenne, c'est-à-dire des causes environnementales, des causes sanitaires et des causes sociales. Donc Canal Plus Impact, vous retrouvez toutes les informations sur le site de ce même nom. Et vraiment, on invite toutes les personnes à nous contacter via le site pour déposer différents genres de projets. Ça fait plus de 6 ans qu'on travaille avec ce festival, on l'a vu grandir et on s'est dit que pour un lancement à Cotonou, il fallait qu'on soit entouré de nos partenaires, des personnes qui ont bénéficié de nos initiatives. Cette 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou se déroule du 20 au 24 février sous le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité ». Les amoureux du cinéma sont donc invités au Centre artistique Africa et à l'Institut français de Cotonou pour suivre les projections des films prévus dans ce cadre. Le plus grand prix, l'Amazon d'or, sera remis à la meilleure fiction du FIF Cotonou 2024. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.